Madame n'aime pas beaucoup Hammama. Elle sait que Hussein est leur cousin, mais elle n'aime pas cette femme. Avec ses façons de l'appeler Madame, de s'admirer ostensiblement devant la glace fixée au-dessus du lit, elle a un peu l'allure d'une jeune patronne arrogante. Marie a toujours détesté les jeunes patronnes. Elle la connaît maintenant. Shabha lui a parlé de Fta, et l'image de Fta, elle la retrouve dans ce chétif rejeton, rebelle à tous les soins, poussant péniblement, pâle et pitoyable, à l'ombre étouffante du ménage. « Il n'est pas beau, lui dit un jour Shabha. Il ressemble à sa mère. Je l'aurais parié, mais il est si gentil. Ça doit leur rappeler la morte. Oh, ils la plaignent à présent. Ils ne peuvent pas prononcer son nom sans dire Dieu lui pardonne. Elle ne les a pas gênés. Et les remords? Elle ne se reproche rien, Hammama? Oh, elle est bien tranquille. Le remords, c'est quand on n'a pas réussi, ou peut-être à la dernière minute avant de mourir. Mais à ce moment-là, il n'y a ni remords ni autre chose. On perd conscience et on s'en va entre les mains de Dieu. Tu as peut-être raison. Ce sont les mots qui me manquent pour t'expliquer. Je ne connais pas bien le kabyle. Vois-tu, ils savent quand même qu'elle a souffert, pleuré en cachette. Qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Mais ils n'y pensent plus. Ils veillent sur leur enfant. Où vas-tu chercher tout cela? C'est vrai que tu es instruite, toi. Shabha éclate de rire et Madame l'imite aussitôt. Puis elles se mettent à parler d'autre chose. Madame connaît à peu près tout le monde dans le quartier. Elle ne s'est attachée qu'à Shabha. Shabha est gaie, franche, forte. Elle est brune et Marie la trouve belle. Elle est pleine de bon sens et lui paraît intelligente. Elle se montre affectueuse et bavarde, la renseigne sur tout le monde, l'intéresse à toutes les histoires, tous les potins, et cela se termine toujours par des rires et des bourrades familières. Elle l'aime pour sa simplicité et son insouciance. Elles sont inséparables. Marie ne sort pas, naturellement. Elle tient son rang. Tout comme la femme de la mine ou celle de tous les marabouts du village. D'ailleurs, il y a aussi des femmes kabyles qui se cloîtrent. C'est ainsi que, du vivant d'Ali, au temps de leur opulente apogée, les aides Hammouch eurent pour point d'honneur de les laisser sortir que les vieilles et les gamines. Et Kamoma se souvient de ce bon temps. Elle aime le rappeler quand on l'oublie. D'autres encore purs, au gré d'une fortune plus ou moins durable, connaissent ce privilège de rester à la maison et de ne plus se montrer aux hommes qui vous connaissent bien pourtant. C'est pour nous un titre de gloire. On peut se l'offrir à bon compte, oui, à bon compte. Au point que c'en est devenu ridicule aux yeux des familles aisées de Fellah qui vivent constamment chez eux. Les Isoulah, par exemple, ou les Zet Abbas, ne cloîtrent jamais leurs femmes, malgré le désir de ces dernières qui voudraient prouver, tout de même, qu'on tient à elles. Mais les Isoulah et les Zet Abbas sont gens raisonnables qui ne sacrifient pas aux modes. Ils considèrent qu'ils ne doivent imiter personne. Qu'un tient à enfermer sa femme pouvait s'admettre, puisque la dame ne servira à rien au dehors. Prendrait-elle la hotte ou l'amphore? Impossible. Autant par conséquent la laisser à sa vaisselle que de la voir déambuler les bras ballants sur nos sentiers étroits qui dégringolent des deux côtés du village vers le sud ou vers le nord. Mais il y en a qui n'ont pas le sens du ridicule. Ils sont bien visés, en tout cas par une foule d'épigraphes, de petits poèmes qu'ils connaissent comme tout le monde, mais qu'ils oublient momentanément pour se les rappeler lorsqu'ils ne l'appliqueront plus à eux.
Tout le monde connaît le petit poème de 9 vers qui commence ainsi. Quand il était en France, elle fréquentait les ravins. À présent, elle s'entoure de murs. Il paie une bonne pour l'eau. Il est vrai que certains manquent de retenue. Effectivement, quand ils étaient en France, ils oubliaient tout. Leurs femmes étaient libres. Mais dès leur retour, ils se rattrapent effrontement. Beaux habits, gaspillage, prétention et femmes surveillées. Ils écrasent les autres de leur aisance, se hissent à la première place, réalisent un rêve ancien et s'entêtent à oublier les mauvais jours. Si cette attitude dure assez longtemps, on finit par les prendre au sérieux, sinon ils retombent, se retrouvent le derrière dans la poussière et ricanent à leur tour en voyant ceux qui montent. C'est pour cela que les gens sensés préfèrent ne monter ni descendre. Ce sont nos bourgeois, si l'on peut dire. Nous en avons des petits et des grands. Slimane et Shabha sont de petits bourgeois. Shabha n'a jamais été tenté de s'enfermer. Il y a les travaux des champs. Slimane ne peut pas tout faire. Au reste, son humeur ne peut s'accommoder d'une cage. Il lui manque des enfants à élever, ou tout au moins des voisins pour la distraire. Or, toute la ruelle est habitée par les Zaid Hamouch. Les cousins ne sont pas tendres les uns pour les autres. Leurs femmes passent les heures de repos à se chamailler. Eux-mêmes en viennent rarement aux mains, mais beaucoup ne se parlent pas, et tous s'abordent avec des mines renfrognées. Ils détestent Slimane, qui le leur rend bien, et Shabha leur réserve la plus dédaigneuse de ses mots. Maintenant qu'elle a pris l'habitude de venir chez Imma Kamouma, dès qu'elle a le temps, elle les oublie tout à fait. Les Zaid Larbi et les Zaid Hamouch ne sont pas du tout du même quartier. Traverser chaque fois la Jama pour se rendre visite n'est pas bien commode, car ce serait trop afficher une amitié toute nouvelle, appuyée par des liens de parenté peu solides. Ces liens que Slimane jusqu'alors avait visiblement coupés. Mais il y avait un chemin plus discret. Slimane habitait la dernière maison du quartier. La demeure de Kamouma aussi se trouvait au bout de la ruelle des Ethlarvi, de sorte qu'on pouvait aller de l'une à l'autre à travers les petits jardins de cardons appartenant aux familles des deux Karouba. Kamouma et Shabha préféraient ce passage, mais lorsque Slimane ou Amar se rendaient visite, ils traversaient les rues et la Djama. Le chemin dérobé, en effet, ne convenant qu'à des femmes. Il arrivait de loin en loin à Marie de sortir, soit avec son homme, soit avec Kamouma pour aller faire une visite. Elle était considérée, on venait aussi la voir. Chacun sut gré à Kamouma de ne pas trop lever la tête et de prouver ainsi qu'elle n'oubliait pas son dénûment d'hier. Mais tandis qu'auparavant on allait chez elle pour se distraire, comme dans un lieu public, à présent c'était différent. On avait affaire à quelqu'un de considérable et qui méritait l'admiration. Toutefois, on savait qu'Armand n'était guère commode, qu'il tenait à sa tranquillité, qu'il n'aimait pas les femmes. La preuve qu'il n'avait pas voulu d'une Kabyle pour épouse. Bref, les choses avaient changé, et Kamouma ne manquait jamais de le souligner. On ne lui en voulait point, mais quelques délurés comprirent son attitude et expliquèrent que le bon Dieu avait jeté son regard sur la vieille au point qu'elle n'avait plus besoin de personne. Mais elle ne pouvait sans honte condamner définitivement sa porte. Madame ne se plaignait pas trop de toutes ces visites. Pour elle, cela pouvait être une façon de vivre
que de voir des gens défiler tous les jours chez soi. De toute manière, c'était sa seule distraction. Finalement, elle s'aperçut que cela coûtait cher. Un café à celui-ci, un morceau de pain à celle-là, un linge usé à une vieille, un bonbon à un gamin. C'est tellement agréable de faire plaisir. Mais à la longue, certaines femmes devenaient insupportables, qui venaient spécialement pour se lamenter. « Ah, madame, il faut que tu saches. » Comme si madame, après avoir su, pouvait changer quelque chose à un malheur ou une misère. D'autres, au contraire, venaient pour se vanter, faire étalage de richesses qu'elles n'avaient pas pour essayer de se comparer à Marie. Celle-là se faisait rabrouer carrément par la vieille. Kamuma regrettait ensuite d'avoir pris ouvertement le parti de la Française et se gourmandait. Marie découvrait beaucoup de petitesse, de méchanceté, de finesse mêlée à de la bêtise, de la vraie sensibilité, de la gentillesse avec de l'hypocrisie. Dans l'ensemble, c'était amusant. Elle était spectatrice et s'oubliait un peu. Elle oubliait même qu'elle voyait là ce qu'elle aurait pu voir ailleurs. Mais à une autre époque, elle n'avait pas eu le temps de s'en amuser, trop occupée de chercher à vivre.